Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'une lecture chuchotée. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre de Marc Lévy qui s'intitule Le premier jour. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié, que j'ai dévoré en quelques voyages de train. C'est un roman qui se découpe en deux livres, le premier jour et sa suite, la première nuit. C'est un roman d'aventure, c'est un roman d'enquête, il y a également un peu de romance dedans. C'est vraiment une histoire à laquelle j'ai accroché énormément il y a de cela quelques années. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le premier chapitre, ou peut-être les deux premiers chapitres, ensemble. Alors sans plus attendre, je vais débuter cette lecture. Voici. Le soleil se levait à la pointe est de l'Afrique. Le site archéologique de la vallée de l'Omo aurait déjà dû s'éclairer des premières lueurs orangées de l'aube. Mais ce matin-là, il ne ressemblait à aucun autre. Assise sur un muret de terre sèche, serrant un timbale de café pour se réchauffer les mains, Guerra scrutait la ligne d'horizon encore obscure. Quelques gouttes de pluie ricochèrent sur le sol aride, soulevant de ci de là des particules de poussière. Accourant dans sa direction, un jeune garçon la rejoignit. « Tu es déjà levé ?» demanda Guerra en frictionnant la chevelure du petit bonhomme. Harry hocha la tête. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas courir quand tu entres dans l'air de fouille? Si tu trébuchais, tu risquerais d'anéantir plusieurs semaines de travail. Ce que tu pourrais briser est irremplaçable. Tu vois ces allées délimitées par des cordelettes? Eh bien, imagine que c'est un grand magasin de porcelaine à ciel ouvert. Je sais que ce n'est pas le terrain de jeu idéal pour un garçon de ton âge, mais je n'ai rien de mieux à t'offrir. C'est pas mon terrain de jeu, c'est le tien. Et puis, ton magasin, on dirait plutôt un vieux cimetière. Harry pointa du doigt le front nuageux qui avançait vers eux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le garçon. « Je n'ai jamais vu un ciel comme ça, mais cela ne présage rien de bon. Ce serait chouette s'il pleuvait. Ce serait une catastrophe, tu veux dire. File chercher le chef d'équipe. Je préfère mettre la zone de recherche à l'abri. » Le jeune garçon s'élança avant de s'immobiliser à quelques pas de Guerra. « Cette fois, tu as une bonne raison de courir. Fonce, ordonna-t-elle en agitant la main. Au loin, le ciel s'obscurcissait toujours plus. Une bourrasque arracha le pan de toile qui protégeait en cairn. Il ne manquait plus que ça, marmonna Guerra en descendant de son muret. Elle emprunta le sentier qui menait au campement et retrouva à mi-chemin le chef d'équipe qui venait à sa rencontre. Si la pluie doit arriver, il faut recouvrir le plus de parcelles possible, renforcer les garroyages, mobiliser tous nos hommes, au besoin, demander de l'aide au village. Ce n'est pas la pluie, répondit le chef d'équipe résigné, et nous ne pouvons rien y faire. Les villageois s'enfouissent déjà. Une gigantesque tempête de poussière, entraînée par le chamal, avançait vers eux. En temps normal, ce vent puissant qui traverse le désert d'Arabie Saoudite emprunte la direction du golfe d'Oman, à l'est, mais nous n'étions plus en des temps normaux et la course du vent destructeur avait viré vers l'ouest. Devant le regard inquiet de Guerra, le chef d'équipe poursuivit ses explications. Je viens d'entendre l'alerte diffusée à la radio. La tempête a déjà balayé l'Érythrée. Elle a franchi la frontière et arrive droit sur nous. Rien ne lui résiste. La seule chose à faire est de fuir vers les sommets et nous mettre à l'abri dans les cavernes. Guerra protesta.
On ne pouvait pas abandonner ainsi le site. Mademoiselle Guérin, ces ossements qui vous tiennent tant à cœur sont restés enfouis ici durant des millénaires. Nous creuserons à nouveau, je vous le promets, mais encore faut-il être en vie pour cela. Ne perdons pas de temps, il ne nous en reste plus beaucoup. Où est Harry? Aucune idée, répondit le chef d'équipe en regardant autour de lui. Je ne l'ai pas vu ce matin. Il n'est pas venu vous prévenir? Non, comme je vous l'ai dit, j'ai entendu les nouvelles à la radio, donné l'ordre d'évacuation, et je suis venu aussitôt vous chercher. Maintenant le ciel était noir. À quelques kilomètres d'eux, le nuage de sable avançait comme une immense vague entre le ciel et la terre. Keira laissa tomber sa timbale de café et se mit à courir. Elle quitta le chemin pour dévaler la colline jusqu'à la rive du fleuve, en contrebas. Garder les yeux ouverts devenait presque impossible. La poussière soulevée par le vent griffait son visage et, dès qu'elle criait le nom d'Harry, elle avalait du sable et croyait étouffer. Mais elle ne renonça pas. À travers le voile gris, de plus en plus épais, elle réussit à discerner la tente où le jeune garçon venait la réveiller chaque matin pour aller découvrir avec elle le lever du soleil en haut de la colline. Elle repoussa la toile, sa tente était vide. Le campement avait pris l'allure d'une ville fantôme, sans âme qui vive. Au loin, on pouvait encore apercevoir les villageois escalader les coteaux pour atteindre les grottes situées près des sommets. Keira inspecta les tentes voisines, criant sans relâche le prénom du petit garçon, mais seul le grondement de la tempête répondait à ses appels. Le chef d'équipe l'empoigna et l'entraîna presque de force. Keira regardait vers la hauteur. Trop tard, cria-t-il à travers l'étoffe qui couvrait son visage. Il prit Keira sous son épaule et la guida vers la rive du fleuve. Courez, bon sang, courez. Harry, il a sûrement trouvé un refuge quelque part. Taisez-vous et accrochez-vous à moi. Un raz-de-marée de poussière les poursuivait, gagnant sans cesse du terrain. En aval, le fleuve s'enfonçait entre deux hautes parois rocheuses. Le chef d'équipe repéra une anfractuosité et entraîna Keira précipitamment. Là, dit-il en la poussant vers le fond, il s'en était fallu d'un instant. Charriant terre, caillasses et débris arrachés à la végétation. La vague déferlante dépassait la hauteur de leur abri de fortune. À l'intérieur, Keira et son chef d'équipe se recroquevillèrent sur le sol. La grotte fut plongée dans une obscurité totale. Le grondement de la tempête était assourdissant. Les parois se mirent à trembler et ils se demandèrent si tout allait s'effondrer et les ensevelir à jamais. On retrouvera peut-être nos ossements dans 10 millions d'années, ton numérus contre mon tibia, des clavicules près de mes omoplates. Les paléontologues décréteront que nous étions un couple d'agriculteurs, ou toi un pêcheur du fleuve et moi son épouse, enterrés ici. Évidemment, l'absence d'offrande dans notre sépulture ne nous attirera guère de considération. Nous serons classés dans la catégorie des squelettes de Schmox, et nous passerons le reste de l'éternité au fond d'une boîte en carton, sur les rayonnages d'un musée quelconque. Ce n'est vraiment pas le moment de faire de l'humour, et ce n'est pas drôle, râla le chef d'équipe. Et puis, c'est quoi des Schmox? Des gens comme moi, qui travaillent sans compter les heures pour faire des choses dont finalement tout le monde se fiche, et qui voient leurs efforts anéantis en quelques secondes, sans pouvoir rien y faire. Eh bien, mieux vaut être 2 Schmox en vie que 2 Schmox morts. C'est un point de vue. Le grondement dura encore d'interminables minutes. Si des pans de terre se décrochaient de temps à autre, leur abri semblait tenir bon. La lumière du jour pénétra à nouveau la grotte. La tempête s'éloignait, le chef d'équipe se redressa et tendit la main à Keira pour l'aider à se relever. Mais elle refusa cette main. « Tu voudrais bien refermer la porte en sortant, dit-elle. Je vais rester ici. Je ne suis pas certaine de vouloir voir ce qui nous attend.
Le chef d'équipe le regarda dépité. Harry, s'écria Kaira en se précipitant au dehors. Tout n'était que désolation. Les arbustes qui portaient la berge du fleuve avaient été décapités. La rive d'ordinaire ocre avait pris la couleur marron de la terre qui la recouvrait désormais. Le fleuve emportait des amas de boue vers le delta, situé à des kilomètres de là. Plus une seule tente ne tenait debout dans le campement. Le village de Hutte n'avait pas pu résister aux assauts du vent. Les habitations déplacées sur des dizaines de mètres s'étaient disloquées contre les rochers et les troncs d'arbres. En haut de la colline, les villageois quittaient leurs abris pour découvrir ce qui était advenu de leur bétail, de leur culture. Une femme de la vallée de l'Homo pleurait, serrant ses enfants dans ses bras. Un peu plus loin, les membres d'une autre tribu se regroupaient. Aucune trace d'Harry. Kaira regarda tout autour d'elle. 3 cadavres gisaient sur la berge. Un haut le cœur la gagna. Il doit être caché dans une grotte. Ne vous inquiétez pas. Il doit être caché dans une grotte. Ne vous inquiétez pas. Nous le retrouverons, dit le chef d'équipe en la forçant à détourner le regard. Kaira s'accrocha à son bras et ils remontèrent ensemble la colline. Sur le plateau où se trouvait le terrain de fouille, le carroyage avait totalement disparu. Le sol était jonché de débris. La tempête avait tout détruit. Kaira se baissa pour ramasser une lunette de terrain. Elle l'épousta machinalement, mais les fers de l'appareil étaient irrémédiablement endommagés. Un peu plus loin, le trépied d'antiodolite gisait battant l'air. Soudain, au milieu de cette dévastation apparut la frimousse effarée du jeune Harry. Kaira courut à sa rencontre et le prit dans ses bras. La chose n'était pas habituelle. Si elle savait exprimer par des mots son affection envers ceux qui avaient su l'apprivoiser, jamais elle ne s'abandonnait au moindre geste de tendresse. Mais cette fois, elle serrait Harry si fort qu'il chercha presque à se libérer de son étreinte. « Tu m'as fait une de ces peurs, dit-elle en essuyant la terre collée au visage du garçon. C'est moi qui t'ai fait peur. Après tout ce qui vient d'arriver, c'est moi qui t'ai fait peur, répéta Harry déconcerté. Kaira ne répondit pas. Elle redressa la tête et contempla ce qui restait de son travail. Rien. Même le muret de terre sèche sur lequel elle s'essayait encore ce matin s'était effondré, balayé par le chamal. En quelques minutes, elle avait tout perdu. Dis donc, il en a pris un sacré compte au magasin, dit Harry. Mon magasin de porcelaine, murmura Kaira. Harry glissa sa main dans celle de Kaira. Il s'attendait à ce qu'elle se défile, comme toujours. Elle ferait un pas en avant, prétextant avoir vu quelque chose d'important. De si important qu'il fallait vérifier tout de suite de quoi il s'agissait. Et puis plus tard, elle effleurerait la chevelure du garçon pour s'excuser de n'avoir pas su être tendre. Cette fois, la main de Kaira retint celle qui s'offrait sans malice, et ses doigts se resserrèrent sur la paume d'Harry. « C'est fichu, dit-elle presque sans voix. Tu peux recreuser, non? Ce n'est plus possible. Ta cale est plus profonde, protesta l'enfant. Même plus profonde, ce serait foutu quand même. Qu'est-ce qui va arriver alors? Kaira s'assit en tailleur sur la terre désolée. Harry l'imita, respectant le silence de la jeune femme. Tu vas me laisser, tu vas partir, c'est ça? Je n'ai plus de travail. Tu pourrais aider à reconstruire le village. Tout est cassé, les gens d'ici ont bien aidé. Oui, j'imagine que nous pourrions faire cela. Pendant quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Mais ensuite, tu as raison, nous devrons partir. Pourquoi? Tu es heureuse ici, non? Plus que je ne l'ai jamais été. Alors, tu dois rester, affirma le jeune garçon. Le chef d'équipe les rejoignit. Kaira regarda Harry et lui fit comprendre qu'il devait maintenant les laisser seuls. Harry s'éloigna de quelques pas. Ne va pas à la rivière, dit-elle au jeune garçon.
qu'est-ce que ça peut bien te faire, puisque tu vas t'en aller? Harry implora Kaira, mais le jeune garçon filait déjà dans la direction qu'elle venait précisément de lui interdire. Vous abandonnez le chantier, demanda le chef d'équipe étonné. Je pense que nous n'aurons bientôt plus d'autre choix. Pourquoi se décourager? Il suffit de se remettre à la tâche. Ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent. Hélas, ce n'est pas seulement une question de volonté, mais de moyens. Nous n'avions déjà presque plus d'argent pour payer les hommes. Mon seul espoir était de faire une découverte rapidement pour que l'on renouvelle nos crédits. J'ai bien peur que désormais, nous soyons tous au chômage technique. Et le petit, qu'est-ce que vous comptez en faire? Je ne sais pas, répondit Kaira abattu. Vous êtes sa seule attache depuis que sa mère est morte. Pourquoi pas l'emmener avec vous? Je n'en aurais pas l'autorisation. Il serait aussitôt arrêté à la frontière. On le retiendrait des semaines encore avant de le reconduire ici. Et dire que chez vous, on pense que nous sommes des sauvages. Vous ne pourriez pas vous occuper de lui. J'ai déjà du mal à faire vivre ma famille. Je doute que ma femme accepte une nouvelle bouche à nourrir. Et puis, rien d'un Murcie. Il appartient au peuple de Lomo. Nous sommes à Mara. Tout cela est trop difficile. C'est vous qui avez changé son prénom, Kaira, qui lui avez appris votre langue ces 3 dernières années. Vous l'avez pour ainsi dire adopté. Mais vous en êtes responsable. Il ne peut pas être abandonné 2 fois. Il ne s'en remettrait pas. Vous vouliez que je l'appelle comment? Il fallait bien lui donner un prénom. Et il ne parlait pas quand je l'ai recueilli. Au lieu de se disputer, la première chose à faire serait de le chercher. Vu la tête qu'il faisait en partant tout à l'heure, je doute qu'il réapparaisse de sitôt. Les collègues de Kaira se regroupaient autour du terrain de fouille. L'atmosphère était lourde. Chacun constatait l'importance des dégâts. Tous se retournèrent vers Kaira, attendant ses instructions. Ne me regardez pas comme ça. Je ne suis pas votre mère, s'emporta l'archéologue. Nous avons perdu toutes nos affaires, protesta un membre de l'équipe. Il y a des morts au village. J'ai vu 3 corps dans la rivière, répondit Kaira. Je me fous royalement de ton sac de couchage. Il faut s'occuper d'enterrer les cadavres au plus vite, suggéra un autre. Nous n'avons pas besoin qu'une épidémie de choléra vienne s'ajouter à nos problèmes. Des volontaires, demanda Kaira dubitative. Personne ne leva la main. Alors allons-y tous, intima Kaira. Il serait préférable d'attendre que leur famille vienne les chercher. Nous devons respecter les traditions. Le chemal s'est bien gardé de respecter quoi que ce soit. Agissons avant que l'eau ne soit contaminée, insista Kaira. Le cortège se mit en marche. La triste besogne occupa le reste de la journée. On retira les corps de la rivière, on creusa des tombes à bonne distance de la berge. Toutes furent recouvertes d'un petit monticule de pierre. Chacun priait à sa façon, selon sa croyance, pensant à ceux qu'il avait si côtoyés ces 3 dernières années. À la tombée du jour, les archéologues se regroupèrent autour d'un feu. Les nuits étaient fraîches et il ne restait rien pour se protéger du froid. L'un prenait la relève de veille pendant que les autres dormaient près du brasier. Le lendemain, l'équipe porta secours aux villageois. Les enfants avaient été regroupés. Les femmes âgées de la tribu veillaient sur eux. Les plus jeunes ramassaient tout ce qu'il servirait à reconstruire les habitations. Ici, la question de l'entraide ne se posait pas. Elle était évidente. Tout le monde était à l'œuvre. Chacun savait naturellement quoi faire. Certains taillaient le bois. D'autres assemblaient les branches pour rebâtir les huttes. D'autres encore couraient dans les champs, s'efforçant de rassembler les chèvres et vaches que la tempête n'avait pas tuées. La deuxième nuit, les villageois accueillirent l'équipe d'archéologues et partagèrent avec eux leur maigre repas, en dépit de la tristesse, du deuil qui commençait à peine. On dansa et chanta pour remercier les dieux d'avoir épargné ceux qui étaient encore en vie. Les jours suivants furent identiques. 2 semaines plus tard, si la nature portait encore les marques du drame, le village avait presque repris une apparence normale.
le chef de la tribu remercia les archéologues, Kaira lui demanda à être reçu en privé. Même si les regards des villageois montraient qu'il n'appréciait guère qu'une étrangère entre dans sa hutte, le chef accepta l'entretien par reconnaissance. Après avoir écouté la requête de son invité, il jura que si Harry réapparaissait, il veillerait sur lui jusqu'au retour de Kaira. En échange, il avait fait la promesse de revenir. Le chef lui fit comprendre que l'entrevue était terminée. Il sourit. Harry avait beau se cacher, il ne devait pas être long. Cette dernière nuit, un drôle d'animal était venu dérober des vivres pendant que le village dormait, et les empreintes du rôdeur ressemblaient sacrément à celles d'un jeune garçon. Au 9e jour après la tempête, Kaira réunit son équipe et annonça qu'il était temps de quitter l'Afrique. La radio avait été détruite. Ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. 2 possibilités s'offraient à eux. Marcher vers la petite ville de Tourmi. De là, avec un peu de chance, ils trouveraient un véhicule qui les conduirait plus au nord, jusqu'à la capitale. Atteindre Tourmi serait périlleux, et il n'y avait pas à proprement parler de route. Il faudrait escalader pour franchir certains passages. Autre option, descendre le fleuve vers la vallée basse. En quelques jours, ils gagneraient le lac Turkana. En le traversant, ils arriveraient côté Kenya, à l'Odwar, où se trouvait un petit aérodrome. Des avions de fortune faisaient régulièrement la navette pour ravitailler la région. Un pilote finirait bien par accepter de les prendre à son bord. Le lac Turkana, épatant comme idée, s'exclama un collaborateur. Tu préfères grimper vers les montagnes, demanda Kaira, très agacé. 14 miles, c'est à peu près le nombre de 14 000, c'est à peu près le nombre de crocodiles qui grouillent dans ton lac Salvador. Il fait d'une chaleur torride dans la journée, et les orages y sont les plus violents du continent africain. Avec le peu d'équipement qu'il nous reste, autant se suicider tout de suite. Nous gagnerons du temps et nous souffrirons moins. Il n'y avait pas de solution miracle. L'archéologue proposa d'un vote à main levée. La direction du lac fut adoptée à l'unanimité, moins une voix. Le chef d'équipe aurait bien voulu les accompagner, mais il lui fallait remonter vers le nord, rejoindre sa famille. Aidés des villageois, ils commencèrent à réunir quelques provisions. Le départ était programmé pour le lendemain, aux premières heures du jour. Kaira ne dormit pas de la nuit. Elle se retourna 100 fois sur sa paillasse. Dès qu'elle fermait les yeux, le visage d'Harry lui apparaissait. Elle repensait au jour où, rentrant d'une excursion à 10 km du campement, elle l'avait rencontré. Harry était seul, abandonné devant une case, personne en vue, et cet enfant qui la regardait fixement, muré dans son silence. Que fallait-il faire? Continuer son chemin comme si de rien n'était. Elle s'était assise à côté de lui et n'avait rien dit, passant la tête par l'ouverture de sa piteuse habitation. Elle avait découvert que sa mère venait d'y mourir. Elle avait interrogé le petit garçon pour savoir s'il avait de la famille, un endroit où elle pourrait le conduire. Mais il se taisait, pas une plainte, juste ce regard vif et persistant. Kaira était restée de longues heures à côté de lui, sans dire un mot. Puis, elle s'était levée et avait repris sa route. En chemin, elle avait bien cru deviner qu'il la suivait à distance et se cachait dès qu'elle se retournait. Mais à l'approche du campement, nulle trace de lui sur la piste derrière elle. Elle avait d'abord pensé qu'il avait rebroussé chemin. Le lendemain, quand le chef d'équipe lui annonça qu'on avait volé de la nourriture, Kaira s'était sentie soulagée. Il fallut de longues semaines pour que l'un et l'autre finissent par se revoir. Kaira avait donné l'ordre qu'on laisse toujours la nuit près de sa tente, un repas et de quoi à boire. Et chaque soir, le chef d'équipe protestait. C'était là un bon moyen d'attirer les prédateurs. Mais celui que Kaira voulait apprivoiser n'avait rien donné, mal sauvage. Juste un enfant, esselé et apeuré. Plus
le temps passait, et plus les pensées de Keira étaient occupées par le comportement insolite de l'enfant. Le soir, sous sa tente, elle guettait les bruits de pas de celui qu'elle avait déjà prénommé Harry. Pourquoi ce prénom? Elle n'en savait rien. Il lui était venu dans ses rêves. Une nuit, Keira avait pris le risque d'attendre devant la caisse où le repas de l'enfant avait été déposé. Cette fois, elle avait dressé un couvert et le tout avait fini par prendre l'allure d'une table de souper plantée au milieu de nulle part. Harry était apparu sur la sente qui grimpait depuis la rivière. Épaule et tête haute, son allure était fière. Lorsqu'il était arrivé, Keira l'avait salué de la main et avait commencé à manger. Il avait hésité puis s'était assis en face d'elle. Ils partagèrent ainsi ce premier dîner à la belle étoile et Keira entreprit d'enseigner à Harry ses premiers mots de vocabulaire. L'enfant n'en répétait aucun. Mais le lendemain, au moment du repas, il récita tous ceux entendus la veille, sans jamais se tromper. Ce n'est que plus tard, dans le mois, qu'Harry se montra en pleine journée. Keira creusait délicatement la terre, espérant enfin découvrir quelque chose. Le jeune garçon s'approcha. Le mouvement qui suivit fut des plus singuliers. Sans se soucier qu'Harry la comprenne, Keira lui expliqua chacun de ses gestes. Pourquoi il était si important pour elle de chercher sans relâche ces minuscules fragments fossilisés. Comment chacun d'eux témoignerait peut-être de la manière dont l'homme était apparu sur notre planète. Harry revint le lendemain, à la même heure, et passa cette fois tout l'après-midi en compagnie de l'archéologue. Il fit de même les jours suivants, arrivant toujours avec une ponctualité déconcertante. Harry n'avait pas de montre. Les semaines passèrent, et sans que personne ne s'en rende vraiment compte, le petit garçon ne quitta plus le campement. Avant chaque repas, midi et soir, il subissait sans rechigner la corvée des cours de vocabulaire que lui dispensait Keira. Ce soir, elle aurait voulu entendre encore une fois ses pas, comme lorsqu'il rôdait autour de sa tente, en attendant qu'elle l'autorise à y rentrer. Elle lui aurait raconté une légende africaine. Elle en connaissait beaucoup. Comment prendre la route demain sans même l'avoir revue? Un départ sans un mot, c'est pire qu'un abandon. Le silence est une trahison. Keira prit dans sa main le cadeau qu'Harry lui avait fait un jour. Au bout d'une cordelette en cuir qui ne quittait jamais le tour de son cou, pendait un étrange objet, triangulaire. Il était lisse et dur comme l'ébène. Il en empruntait la couleur, mais avait-il vraiment été taillé dans ce bois? Keira n'en savait rien. L'objet ne ressemblait à aucune parure tribale. Même le chef du village n'avait pu en définir l'origine. Lorsque Keira le lui avait montré, le vieil homme avait hoché la tête. Il ignorait de quoi il s'agissait. Peut-être ne devrait-elle pas le garder sur elle, mais c'était un cadeau d'Harry. Quand Keira l'avait interrogé sur sa provenance, le garçon avait expliqué l'avoir trouvé un jour sur l'îlot situé au milieu du lac Turkana. C'est en descendant avec son père dans le cratère d'un ancien volcan éteint depuis des siècles, là où la terre regorge d'un limon fertile, qu'il avait trouvé ce trésor. Keira le replaça sur sa poitrine et ferma les yeux, cherchant ce sommeil qui ne venait pas. Au petit matin, elle rassembla son paquetage et réveilla ses collègues. Un long voyage les attendait. Après avoir avalé un petit déjeuner frugal, l'équipage se mit en route. Les pêcheurs leur avaient offert 2 pirogues. Chacune pouvait accueillir 4 personnes. En différents endroits, il faudrait rejoindre la terre ferme, porter les embarcations pour contourner les chutes. Les villageois s'étaient réunis sur la berge. Seul un petit homme manquait à l'appel. Le chef d'équipe serra Keira dans ses bras. Il avait bien du mal à cacher son émotion. Puis, on embarqua à bord des canoës. Les enfants entrèrent dans l'eau pour les aider à s'éloigner de la rive, et le courant fit le reste, les entraînant doucement. Au cours des premiers miles parcourus, on voyait des mains s'agiter depuis les champs voisins. Keira restait silencieuse, guettant celui qu'elle espérait encore voir.
lorsque le fleuve bifurquait avant de se perdre entre de hautes parois rocheuses. Ces derniers espoirs s'évanouirent. On était déjà bien trop loin. C'est peut-être mieux comme ça, soufflait Michel, un collègue français de Keira, celui avec lequel il s'entendait le mieux. Elle aurait voulu lui répondre, mais sa gorge était nouée. Il retournera à sa vie, poursuivit Michel. Ne t'en fais pas, tu n'as rien à regretter. Sans toi, Harry serait probablement mort de faim, et puis le chef du village t'a promis de s'occuper de lui. Et soudain, tandis que le fleuve s'enfonçait un peu plus, la silhouette d'Harry apparut sur une minuscule grève. Keira se leva si brusquement que l'embarcation manqua de chavirer. Michel rétablit l'équilibre, ses deux autres collègues râlaient. Keira n'écoutait pas leur remontrance. Elle n'avait d'yeux que pour le jeune garçon qui se tenait accroupi et la regardait de loin. « Je reviendrai, Harry, je te le jure, » cria-t-elle. L'enfant ne répondit pas. Avait-il seulement entendu? « Je t'ai cherché partout, hurla-t-elle, du plus fort qu'elle le pouvait. Je ne voulais pas partir sans te revoir. Tu vas me manquer, petit bonhomme, dit-elle en sanglots. Tu vas tellement me manquer. Je te jure que je reviendrai. Il faut que tu me crois, tu m'entends? Je t'en supplie, Harry, fais-moi un geste, un petit signe de rien du tout, pour me dire que tu m'entends. » Mais l'enfant ne fit aucun geste, pas le moindre signe. Sa silhouette disparut bientôt dans le tournant du fleuve. La jeune archéologue ne fit jamais la main du jeune garçon, qui lui offrait un adieu fragile. Voici qui conclut la lecture de ce premier chapitre du roman de Marc Lévy, Le premier jour. Pour ceux qui souhaiteraient continuer la lecture, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de deux romans, deux livres, Le premier jour et La première nuit, qui font plus ou moins 500 pages chacun. Voilà, je voulais également remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment, les personnes qui ont également commenté ou liké les vidéos. Vous aurez remarqué que la semaine dernière, aucune vidéo n'est parue sur la chaîne. Effectivement, voilà, je suis enseignant et la rentrée m'a demandé pas mal d'ajustements, d'autant plus que je commence à travailler dans une nouvelle école. Il a fallu créer de nouvelles leçons, rencontrer de nouveaux collègues, de nouveaux élèves, et cela a pris pas mal de temps. La vidéo également sera sans doute disponible ce jeudi ou vendredi peut-être, donc elle sort en décalé comparé aux précédentes vidéos qui étaient tournées pendant l'été, donc pendant les vacances. Voilà pour cette petite mise au point. Je vous remercie d'avoir écouté cette lecture chuchotée du livre, du roman Le premier jour. J'espère que vous aurez apprécié cette lecture. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peut-être une bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une